Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ici sur cette vidéo. Donc on va aller continuer ce travail ici sur l'altération. Donc qui vient évidemment en complément des défis. Et donc ici on est dans le défi du Sagittaire. Donc ce défi du Sagittaire qui nous parle de conscientisation a largement de quoi évidemment ici nous inspirer sur le sujet de l'altération. Donc on va procéder de la même manière que ce que l'on a fait ici pour le défi du Scorpion. Donc on a deux vidéos. On va avoir ici une première vidéo dans laquelle on va décrire le mécanisme et donc comprendre comment ici il s'utilise. Donc c'est vraiment les points de base pour pouvoir justement ensuite sur la seconde vidéo accélérer un petit peu et donc le rapprocher ici de tout ce qui est notamment le champ de croyance, puisque la conscientisation sert évidemment ici à altérer cette zone. Donc vous avez une même introduction pour les deux vidéos, ce qui me permet de donner un sens général, puisque là vraiment ces deux vidéos se suivent. Et donc bien se souvenir qu'ici on est en parallèle évidemment ici d'un défi, bien que vous puissiez revisiter ici cette thématique lorsque vous en aurez besoin. Et notamment, gardez bien en tête qu'il y a un double mécanisme. Il y a celui des archétypes. Alors on utilise ici le côté, on va dire, astrologique ou cosmologique. En tout cas, on regarde le sens des constellations. Mais, et donc d'un point de vue évidemment ici individuel autant que collectif, par rapport à la temporalité, mais qu'on travaille aussi dans les défis, la roue des maisons. Donc forcément, ce sujet d'altération et ce sujet finalement, alors plus subtilement à mener, la conscientisation n'est pas forcément ce qu'amène complètement ici la maison neuve en tant que processus, c'est beaucoup plus subtil, mais il s'agit évidemment ici de créer le pont. Donc cette maison neuve, c'est la maison de l'ermite, ici, donc il y a quand même quelque chose qui s'éclaire, d'où le rapport à la conscientisation. Et c'est surtout la maison qui a pour fonction, donc on en a parlé évidemment dans l'ouverture du défi, mais comme ici je vous accompagne sur deux vidéos, c'est important de le ramener dans l'intro. C'est celle qui nous permet d'opérer un changement dans notre façon de nous concevoir en tant qu'humain. Et donc, bien sûr, on ne peut pas ici se concevoir différemment en tant qu'humain si on ne passe pas par une forme d'altération, donc qui revient bien sûr ici dans cette situation à conscientiser, que l'on va donc définir. On va donc parler de connaissance et on va parler de croyance, parce que pour pouvoir altérer notre conception de la position humaine, eh bien ce sont dans ces champs finalement ici. Alors est-ce que c'est ici que l'on trouve la réponse? En tout cas, on trouve le mécanisme d'altération, parce qu'il y a évidemment ici quelque chose qui exerce une contrainte sur notre pensée. Et donc, finalement, cette conception humaine, elle est très liée à la pensée et à la manière dont l'humain, ici, que nous sommes, se reflète. Donc, si effectivement, on cherche à faire rayonner son être en maison neuve, eh bien, pour conduire ici ce rayonnement, il faut le libérer de ce qui l'entrave. Et la pensée, effectivement, est probablement la barrière la plus complexe ici à franchir. Donc, pour qu'un soleil se lève, il faut qu'il se couche, et c'est la fonction de la maison neuve, de faire coucher le soleil, donc de nous plonger ici, quelque part symboliquement, dans les ombres, dans des choses qui justement sont plus archaïques. Et comme on va le voir, le mécanisme de conscientisation, c'est exactement ici ce qu'il permet. Donc, sur ces deux vidéos, toujours le même principe, on n'est pas dans la vérité, dans le sens absolu. C'est notre expression, c'est notre vision, c'est notre manière ici d'aborder le monde, on le partage, on porte un regard sur le monde ensemble, de manière à pouvoir créer ici le pont entre intérieur et extérieur. Ce n'est qu'une grille de lecture. Vous pouvez évidemment, et notamment parce qu'on a beaucoup parlé de croyances, vous pouvez ici avoir les vôtres. Là n'est pas la question. On s'interroge en fait, c'est vraiment l'objectif quand on parle de conscientisation et la manière que l'on a d'altérer, elle passe nécessairement par le questionnement. Donc, ce n'est pas une vérité absolue, mais ce qui est important, c'est que de votre côté aussi, et par rapport à votre champ de croyance, vous sortiez aussi de la notion d'absolu. Parce que autrement, eh bien, vous allez bien moins ici bénéficier, que ce soit dans l'écoute, mais que ce soit aussi dans ce que vous allez pouvoir tirer, vous allez moins bénéficier ici du contenu.
Et en général, c'est quand même ce qui peut bloquer le processus d'altération. Donc c'est important de le garder en tête, de fait, ici. Donc prenez des notes. Il y a des choses qui vont vous interpeller. Il y a des choses qui vont forcément vous renvoyer ici à vous-même et donc qui peuvent être des outils que vous saurez ensuite mettre au service de votre propre zone ici de développement. Voilà pour l'introduction. Eh bien écoutez, je vous retrouve de fait ici dans quelques secondes pour commencer le thème de la semaine. Alors cette semaine, on va donc poursuivre ici ce que l'on a commencé évidemment à aborder dans le cadre de la conscientisation il y a 15 jours. Donc on a démarré par cette idée de mécanisme et là, on est vraiment dans une vidéo dans laquelle on va essayer d'aller plus loin, plus en profondeur, créer aussi les ponts. On est dans le cadre de la maison 9, donc c'est l'observation de l'observateur, si vous préférez. Et c'est vraiment cette idée de rappeler bien sûr l'importance que cela revêt si on veut passer un cap. C'est vraiment ici dans cette optique-là, en tout cas que l'on cherche à progresser. Et au-delà de ça, c'est surtout comment maîtriser, parce que si on revient sur le mécanisme de conscientisation, il y a cette étendue de connaissances, mais qui à un moment donné, évidemment, conduira à une limite. Parce que avons-nous la possibilité de tout savoir? Évidemment que non, mais chaque jour est une occasion d'apprendre. Maintenant, il faut dégager ici un chemin au milieu entre l'apprentissage, évidemment, qui est continu, et la capacité à saisir les instants dans le présent. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler. Quelles sont finalement les possibilités, les leviers de ce mécanisme de conscientisation, et donc comment en faire une ressource. On a compris qu'il y avait une forme de limite, que l'altération était finalement complexe parce qu'il y a énormément de choses qui restent inconscientes et très longtemps. Mais le fait d'avoir ce mécanisme dans les mains de façon justement consciente, d'en connaître les contours, nous donne évidemment ici l'opportunité de chercher, en tout cas dans un premier temps, à maîtriser en ayant ici, on va dire dans les mains, les outils potentiels. Donc comprenez ensuite qu'il y a vraiment cette idée de différence entre le fait de prendre conscience ici de cette possibilité et évidemment tout un temps pour ensuite pouvoir pleinement les maîtriser. Mais ça, ce n'est qu'une question de pratique dans le fond. Donc on va commencer ici par rappeler ce qu'on pourrait estimer être des points clés, des points importants, les points de développement. Et comme de toute façon ici on arrive vraiment dans cette dernière étape de l'année, c'est aussi de redérouler le fil, parce que évidemment il y a un fil derrière tout ça, alors que vous avez suivi ici le dimanche, mais quand on parle de conscientisation, il faut toujours revenir sur les points de base pour redérouler les choses. Et ça, c'est un des premiers mécanismes, donc on va le faire ensemble, de manière à ce que vous compreniez bien qu'il y a un objectif lorsque l'on fait ça, pour limiter aussi les raccourcis. Et donc il y a un biais cognitif ici qui nous fait faire des raccourcis. Et en fait, ça c'est un piège, bien sûr, parce que le film commence rarement là où on l'imagine. Et ça, c'est aussi très important d'être rappelé. Donc on va s'attacher à le faire dans cette vidéo, de manière à ce que justement cette notion ne vous échappe plus et que vous puissiez vous-même le réappliquer dans vos propres situations de vie, d'un point de vue intérieur aussi bien que d'un point de vue extérieur. Ici, on est dans le point de vue extérieur. Mais donc, il y a la partie visible et il y a la partie invisible. Donc, on a commencé par l'emprise. Pourquoi on a commencé par l'emprise? Pourquoi on a développé évidemment ici ce thème? Pourquoi ce fil conducteur? Eh bien parce qu'il nous a permis de ramener ici le sens d'une construction qui est complexe et qui est établie majoritairement depuis notre système neuronal. Je vais dire majoritairement parce que est-ce qu'on peut considérer que c'est 100% uniquement basé là-dessus? En réalité oui, mais c'est toujours bien d'avoir une précaution. Ok? Donc on est dans le principe de précaution. Quand on travaille ici la conscientisation, il faut effectivement être dans ce principe de précaution. C'est très important parce que c'est celui qui garde une porte ouverte. Là, vous avez la référence, mais on le fait, on l'applique en fait ici dans un sens à chaque vidéo. Le principe de précaution, il est inclus,
que vous en ayez conscience ou pas, on garde toujours une porte ouverte. Donc c'est le même phénomène ici. On se développe effectivement de la même manière. Notre système est toujours bien plus complexe qu'il n'y paraît. Mais donc, on l'a appliqué bien sûr ici au travers de cette série de vidéos. Donc, sur la base effectivement ici du système neuronal, on va donc, de façon consciente ou inconsciente, on va vivre des situations de vie qui vont donc ici générer des associations. On va associer des événements à des émotions et c'est ce qui va générer ici les sentiments. Ça va influencer évidemment ici nos actions, ça va influencer nos réactions et puis surtout ça va bien sûr alimenter, conduire, construire notre système de projection. Donc tout se construit évidemment ici dans le rapport à soi, tout part du rapport à soi-même en fait au départ et puis évidemment ce rapport à soi-même il répond à des conditions qui sont plus extérieures, plus collectives, plus environnementales. Donc selon évidemment nos épisodes de vie, cet environnement il va bouger en fait, il va changer, mais le sens de nos constructions de départ, il va très peu bouger parce que cette association, elle est logée quand même ici à l'intérieur de nous. Cette association, elle est sur le principe ici d'une... si on voulait faire une étude extrêmement objective de nous-mêmes, en fait, c'est pas possible. Et ça, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est parce que lorsque l'on s'interroge, on fait appel à ce qu'on appelle notre mémoire. Donc, on fait bien appel ici à notre base neuronale, mais cette base neuronale, elle est altérée. Donc, c'est évidemment quelque chose qu'il faut aussi conserver à l'esprit, parce que on n'aura jamais l'exactitude du fait, en fait. Donc, quand on cherche à aborder les choses au travers ici du prisme de notre propre passé, et ça, évidemment, on peut le reproduire de la même manière sur le plan collectif, on n'a jamais l'exactitude de l'information. Si on prend un exemple on va dire qui sort un petit peu du cadre le plus individuel, si on prend un exemple du point de vue collectif, on voit par exemple déjà la difficulté d'interprétation dans tout ce qui va être langage écrit. Si on veut comprendre certaines traditions, si on veut comprendre la construction de certaines sociétés, dans lesquelles évidemment plus personne n'est plongé, eh bien on va se rendre compte que même sur la base évidemment de ce qui a été écrit, il est très difficile d'interpréter l'état d'esprit par exemple ici de la personne qui l'a rédigé, on n'a pas son vécu. Donc qu'est-ce que constate une personne qui a écrit il y a 1 siècle, il y a 2 siècles, il y a 10 siècles, quel était l'environnement dans lequel elle était plongée et donc qui l'a amené ici à présenter les faits de cette manière-là? En fait, on n'a pas cette information. Donc, effectivement, on va baser notre interprétation sur des critères qui sont beaucoup plus subjectifs et qui sont notre propre interprétation de la vie telle qu'elle était probablement conçue à cette époque, mais le probablement est vraiment évidemment ici très important. C'est donc la même chose dans le rapport à soi. En fait, ce côté probable, on va le retrouver tout autant, même si par exemple, vous avez, je ne sais pas, quand vous étiez jeune, si vous aviez rédigé des journaux intimes et que vous les repreniez aujourd'hui, que vous les relisiez, que vous relisiez ici votre période, en général, on peut utiliser un journal dans la période plutôt adolescente, on peut avoir écrit des textes, etc. En fait, vous allez découvrir une personne dont vous avez probablement oublié l'existence, parce que eh bien, il y a des souvenirs, il y a des faits, il y a des choses dont vous vous souvenez parfaitement. Et puis, il y a ces carnets. Et il y aura une grande différence, je crois. En tout cas, là, ça parle de vécu. J'ai fait l'exercice. Justement, lorsque j'ai déménagé, j'ai retrouvé ici des choses que je n'avais plus aucun souvenir même d'avoir possédées. C'est-à-dire que c'était dans ma cave et c'était logé déjà depuis une quinzaine d'années. Mais j'avais même pas en tête les avoir emmenés. Donc, pour vous dire, c'était une redécouverte. Et j'ai lu effectivement des choses que j'ai écrites adolescente, où là vraiment je ne reconnaissais absolument pas la personne ici que j'étais. Donc c'est intéressant parce que finalement ça n'a appelé aucun souvenir en particulier. Ça a juste ramené un souvenir qui était celui où c'est vrai que j'aimais écrire, par exemple, mais
en dehors de ça, j'ai trouvé une adolescente dont je n'avais pas soupçonné l'existence. C'est-à-dire que j'étais une adolescente, ici en tout cas celle qui écrivait les mots, qui se sentait pas si à l'aise que ça dans son rapport ici avec les autres, et notamment un autre groupe d'adolescents si vous préférez. Il y avait eu évidemment ici un événement, mais j'étais plutôt sur cette base d'événement que sur la conséquence que ça avait pu avoir sur mon appréciation des situations. Et donc j'ai trouvé les mots d'une adolescente qui a vécu une année de transition, qui a été une année finalement bien plus difficile du point de vue émotionnel que ce qui était présent dans mon souvenir. Donc ça m'a montré la relativité évidemment ici des souvenirs. Ça montre que finalement on trie à partir de ce qui nous semble être important, et que globalement, eh bien, il y avait peut-être des choses qui avaient été importantes pour cette adolescente, mais j'en avais plus aucun souvenir. Je n'ai pas forcément cherché évidemment ici à replonger dans cet épisode, mais c'est intéressant en fait ici de voir le parallèle parce que eh bien, ça montre bien le fait que la mémoire elle est complètement incomplète et que certainement il y a eu des choses qui sont venues se loger dans mon inconscient. La preuve, je les ai oubliées et j'avais pas l'air hyper bien dans ma peau. Donc je n'aurais pas forcément identifié ce point-là, en tout cas de mon existence, comme un point où j'étais en difficulté, mais a priori, les mots me laissent à penser que c'était pas forcément la réalité, qu'il y avait quelque chose ici qui semblait difficile d'un point de vue du quotidien. Donc, ici, vous avez cette idée de projection, c'est-à-dire que le soi, ici, dans les mots, peut se projeter, mais effectivement, il laisse une trace, quelque part. Et puis, le soi présent l'a complètement, évidemment, ici occulté. Et les conditions environnementales, évidemment, même si vous vous replongez dans les souvenirs, ça va être clairement partiel. Donc, enquêter, entre guillemets, sur soi-même, c'est déjà parfois difficile, parce que ce mécanisme de conscientisation, c'est ce qu'il appelle, bien sûr. Mais maîtriser l'ensemble des faits d'une époque qui est révolue, sur lequel on a des souvenirs qui sont biaisés, c'est quasiment ici mission impossible. Donc, on va visiter des choses qui nous paraissent être douloureuses, et souvent quand on fait un parcours, il y a des choses qui réémergent, mais c'est pas toujours au travers ici de ce souvenir que l'on va trouver la réponse. Et donc, si par exemple, j'avais souhaité complètement revisiter ma période d'adolescente pour considérer en tout cas que toute la connaissance de moi-même, je l'avais réacquise, et bien à ce moment-là, je me serais dit, en fait non, il me manque du savoir ici. Et donc il y a cette idée bien sûr qui devient ensuite contre-intuitive parce qu'on ne pourrait pas saisir l'ensemble ici de nos années de vie dans l'ensemble du détail. Donc ce qui compte, c'est de s'orienter sur finalement ce qui est aussi à notre disposition, de considérer les choses dans l'instant et de pouvoir ici avancer parce que autrement, évidemment, ça nous met dans une forme ici d'emprise. Mais au-delà de ça, donc c'était pour vous faire le parallèle parce que finalement ce thème, on l'a construit pour montrer à quel point aussi le système neuronal était complexe et à quel point les biais prenaient beaucoup plus d'espace que ce que l'on imagine. Et le cerveau, il est donc évidemment, c'est un organe qui est essentiel. Si effectivement il ne fonctionne pas, on ne saisit pas la réalité d'une même manière. Et voir si effectivement il n'y a aucune activité neuronale, on peut avoir un cœur qui bat, mais il n'y a plus d'activité cérébrale. En général, on va considérer dans la science que c'est terminé. Donc, c'est important c'était important en tout cas de l'avoir remis au cœur des choses, mais ça nous a permis aussi de progresser et de voir effectivement ici différents angles. Ce qui nous a ensuite conduit dans ce passage ici, cette transition où on a changé un petit peu les codes de ce que signifiait la vérité, mais ce qu'il faut retenir de ces vidéos, c'est surtout l'empreinte ici humaine qui se dégage de ça, cette identité collective, cette identité culturelle, cette idée sociétale qui est évolutive évidemment selon les époques, mais qui, malgré ces différences qui sont notables, que l'on peut tout à fait ici observer de ce point de vue-là, on peut voir la modification, nos codes collectifs évidemment ici ont évolué. Mais il faut aussi se souvenir qu'il y a des racines ici qui restent collectives et qui sont issues, malgré le fait qu'on a le sentiment que ce soit révolu, c'est pas toujours une réalité parce que ce que l'on connaît aujourd'hui de notre identité, qu'elle soit collective dans le sens culturel, sociétal ou
également d'autres types d'organisations, eh bien, elles sont souvent tirées de contraintes d'époques révolues que l'on a peut-être ici oubliées. Et on est parfois tenté d'imaginer qu'on vit dans un monde extrêmement moderne, mais un monde moderne qui n'a pas réinventé ses racines traîne quand même ici des choses qui ne doivent pas être ignorées. Parce que ces racines, elles sont importantes. Elles régissent quand même ici des mécanismes collectifs inconscients. Et donc, on ne peut pas se déresponsabiliser comme un mode coupure, en fait, en imaginant que ça n'a absolument aucune influence sur notre comportement aujourd'hui. C'est pas ici, en tout cas, c'est pas notre manière d'adresser la réalité. Quand on analyse et que l'on va au fond des choses de certaines thématiques, on peut se rendre compte à quel point notre société reste structurée sur certaines de ses racines. Et donc, ça retient en fait ici quelque part, ça maintient une forme de ligne collective. C'est quelque chose qui devient beaucoup plus linéaire qu'il n'y paraît, on va dire de prime abord. Le monde présent est un monde influencé évidemment ici de notre compréhension du passé qui nourrit ici notre souhait du futur. Et souvent le souhait du futur est un souhait correctif en fait ici. Peut-être que pour certains sujets c'est un peu plus préventif, mais on utilise bien ce qui est derrière. Maintenant, est-ce que ce qui est derrière, on en a pleinement conscience? Et c'est ça, en fait, ici, qu'il faut se poser comme question. C'est pour ça que je prenais cet exemple ici autour de l'adolescence. Si ce n'est déjà pas 100% applicable de manière complète, hein, j'entends, pour un individu, ça ne l'est pas plus, en fait, ici, du point de vue collectif. Et donc, ça va alimenter, bien sûr, ici, de la croyance. On va supposer plutôt que d'être ici dans la certitude. Et en même temps, comme on a besoin de certitude, on va entériner ici ces informations que l'on imagine être complètes et donc de fait réelles. Mais il n'y a plus de précaution, en fait, ici d'appliquer. Et donc, on va tirer, bien sûr, ici des conclusions qui sont certes imparfaites, et toutes les conclusions le sont, mais qui peuvent être ici limitantes. Donc, on continue à tirer un petit peu le train de l'emprise ici, lorsqu'on ne l'adresse pas avec justement ici le discernement qui conduit du doute sur des analyses ici passées. Alors après, il y a aussi cette idée, et c'est ce qu'on a vu, il y a des choses que l'on partage, bien sûr, il y a des socles en fait. Donc, le socle et la construction du socle, en soi, c'est pas le socle qui pose la difficulté. C'est lorsque le socle ici est alimenté d'un biais et qu'il sert un objectif, une intention qui n'est pas forcément dissimulée, mais qui n'est pas neutre. Et donc, c'est la neutralité, bien sûr, ici, qui fait que ce socle, on peut l'apprécier, on peut le considérer sans chercher ici à tirer un système dans un sens ou dans l'autre. Et on doit regarder au moins à quel point ça ne renforce pas l'intention d'imposer quelque chose. Parce que si c'est l'intention, si effectivement ça ne fait que renforcer une organisation que l'on impose, alors ici, on est même dans un degré un petit peu au-dessus de ce que va signifier l'emprise, en tout cas vis-à-vis de soi. Ça place évidemment ici un collectif sous influence. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et il y a bien sûr ici de nombreuses croyances qu'il convient en tout cas ici de regarder. Alors, on pourrait regarder des choses qui sont extrêmement extérieures, mais on a fait le choix de regarder des choses en particulier au cours ici de cette année 2025. Et un des exemples que l'on a repris ici ensemble et qui était clairement un choix, notamment dans le livre ici que l'on a écrit avec Stéma, c'est la parentalité. C'est-à-dire que ce mouvement, on va dire, d'ascendance vers notre descendance, ce que l'on alimente ici autour de l'organisation est rarement neutre. Donc, vous l'avez compris ici avec les vidéos, mais si vous avez lu le livre, c'est complètement ici aligné avec notre introduction. D'ailleurs, si vous relisez le livre après ici cette fin d'année, et relisez simplement le premier passage, hein, vous relisez vraiment le tout début, vous relisez ici l'introduction avec la parentalité, mais voilà, en gros, à partir de la page 13, par exemple, vous allez vous rendre compte
à quel point vous allez comprendre différemment l'introduction de ce livre. Et vous allez voir en fait beaucoup de choses qu'on a approfondies ensemble cette année, alors de fait ici, on va dire vocale, hein, c'est un peu la différence. Le livre, il fait 190 pages et là, on a fait des heures de vidéo. Mais vous allez vraiment saisir justement avec tout ce détail que l'on a vu ensemble le dimanche. Vous allez faire le parallèle et je pense que vous comprendrez ici le livre autrement, vous comprendrez les choix dans les exemples qui ont été pris. Et donc, quand vous relirez peut-être, pour certains, la partie où on parle de parentalité, si vous reprenez vos notes par rapport à ce que l'on avait vu donc, dans les Gémeaux, donc là, c'est l'angle en face de nous, eh bien, vous allez certainement lire les mots de façon très différente. Bon, le livre, il est comme les vidéos, hein. Plus vous allez approfondir votre pensée, plus vous allez adopter un point de vue élargi, augmenter vos connaissances et plus vous lirez le livre d'une autre façon. C'est vraiment le même principe. C'est un récit qui se voulait très initiatique avec des choix ici d'orientation. Et donc, il n'empêche que, notamment dans toutes les parties où ici on décrit ça comme le temps présent, donc comprenez aujourd'hui dans le code actuel qui sont les nôtres, eh bien vous allez certainement lire cette partie-là de façon complètement différente de l'époque. Mais bon, ça c'est évidemment un choix pour celles et ceux qui l'ont ou celles et ceux qui veulent évidemment l'acquérir. Mais vous ferez le parallèle en fait, vous allez voir qu'on a beaucoup travaillé en fait ici autour de ça en 2025. Mais ce qui n'est pas illogique parce que on est dans ce principe ici du côté plus initiatique qui s'adresse par étapes. Et donc ça nous a amené ensuite évidemment ici à l'altération. Donc on a commencé par l'observation, mais on ne peut pas utiliser la partie critique et notamment la conscientisation si on n'adresse pas l'observation en premier lieu. L'observation, c'est la manière de se regarder. C'est la manière de regarder le monde, mais c'est une manière extrêmement physique ici de le faire. La conscientisation, c'est le fait de regarder, c'est l'observateur de l'observateur. C'est une observation qui est ici en double mécanisme. C'est comme si vous avez un observateur qui regarde le personnage et vous avez un observateur qui regarde l'observateur regarder le personnage. Donc, il y a quelque chose évidemment ici qui augmente la dimension d'analyse, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir deux mots distincts. Conscientisation, ça ramène dans la sémantique de conscience, alors que l'observation, effectivement, va ramener ici autre chose, va ramener, alors on pourrait parler de position intermédiaire comme le fait l'âme par exemple, mais l'ensemble permet ici de développer son esprit critique. Ce qui va compter, c'est effectivement, quand on est observateur de l'observateur, c'est d'être encore plus vigilant autour de ce que l'on étudie, à vraiment ne pas se positionner dans ce côté figé que va représenter effectivement le côté sacralisé. Donc de ne plus rien prendre quelque part ici pour acquis, afin de pouvoir adresser les choses de façon extrêmement logique. Et donc de toujours rester dans cette notion de potentiel et de regarder comment on peut tester la valeur du raisonnement ensuite que l'on applique. Donc, si on travaille sur l'outil de la conscientisation critique et non plus simplement l'observation critique, on va être dans cette constatation du résultat obtenu, certes, mais en reprenant le postulat ici de départ. Et donc, notamment si vous avez pris beaucoup de notes par rapport à ce que vous avez fait sur vous-même, vous allez reprendre l'objectif de départ, le résultat que ça a produit. En général, si vous suivez les cycles avec nous, vous faites un redéroulé a posteriori, vous corrigez vos objectifs. Et là, si on veut faire l'observation de l'observateur, eh bien, il faut reprendre toute la séquence. En fait, toute la séquence pour regarder comment le rapport à soi, évidemment, ici a évolué et comment votre regard, en fait, ici a évolué sur vos propres attentes, sur la manière d'adresser vos objectifs, sur la manière d'adresser les résultats, sur la manière ici de vous questionner, parce que vous allez voir probablement ici une séquence plus alternative que celle que vous avez en tête, c'est-à-dire celle que vous avez imaginé avoir vécue. Donc là, on revient dans la mémoire qui est imparfaite quelque part. Et donc, vous allez pouvoir observer le mouvement, ce qui est un petit peu différent
lorsque vous êtes dedans, vous n'observez pas forcément le mouvement. Vous observez la séquence, vous regardez le point de départ, vous regardez le point d'arrivée. Mais si vous regardez une séquence, c'est-à-dire vous regardez plusieurs cycles, la manière dont ils se sont enchaînés, vous n'allez plus cerner le point de départ d'une même manière et vous n'allez plus apprécier le résultat d'une même manière. Vous allez voir un changement, vous allez voir de quelle manière vous avez réussi à altérer ici votre propre vision. Vous allez pouvoir observer votre montée en maturité et donc vous allez pouvoir observer votre mouvement. Donc ça, c'est quelque chose que je vais évidemment vous conseiller de faire. C'est quelque chose qu'on vous a conseillé chaque fin d'année en fait. Mais ici, vous allez l'adresser de façon beaucoup plus consciente parce que ça va vraiment vous aider à redérouler quelque chose qui est bien plus large, qui vous concerne de façon bien plus large et qui va vous permettre de vous regarder de façon évidemment plus étendue que ce que vous aviez fait ici jusqu'à présent. Je sais que certains l'ont déjà fait, donc vous pouvez témoigner autour de ça. Ça peut aider ceux qui n'ont pas encore pratiqué cette observation très étendue. Et on peut justement se rendre compte à quel point, oui, en fait, le mouvement était beaucoup plus puissant que d'ailleurs ce que vous aviez la sensation d'avoir vécu. Ça n'a pas paru simple, c'est pas l'idée, mais ça a paru moins large. Cette espèce ici de vision, qui est plutôt une vision comme... alors, est-ce qu'on est sur du 180 degrés ? On est plutôt sur du 360 lorsque l'on fait ça. C'est vraiment comme un tour complet. Eh bien, vous allez pouvoir apprécier le tour complet, tout ce que vous avez déroulé et la manière ici dont vous vous êtes repositionné. Et donc, vous allez constater en fait ici les endroits où vous êtes altéré. Et vous avez besoin de pouvoir le voir. En fait, ça, c'est quelque chose évidemment ici qui est important de le voir. Parce que est-ce que l'esprit critique peut tout vérifier à un instant T ? Possiblement non, parce que la connaissance et le focus que l'on doit adresser dans ce cadre-là, il se fait par thématique et il est donc nécessairement relatif, il est limité. Il doit pouvoir s'étendre, mais il ne peut pas s'étendre de n'importe quelle manière. Pour ça, il faut être évidemment dans une forme de rationalité. Il faut être dans le point de vue présent, garder la porte ouverte évidemment pour corriger la donnée. Donc ça, applicable quelle que soit la situation que l'on regarde. Et en fait, il faut quelque part pouvoir lever la problématique de la preuve. Donc le faire de cette manière-là, c'est ce qui va vous permettre concrètement de lever la problématique de la preuve. La vérité restera évidemment relative, elle ne saura pas être absolue, mais ça va vous permettre de concevoir le fait qu'un constat est révisable dans l'instant présent. Parce que ce que vous avez constaté, si vous prenez par exemple votre premier cycle, qu'on a travaillé ensemble, vous prenez vos notes, vous allez constater que la personne qui a démarré, son constat était très juste pour elle-même. C'était correct en fait, c'est-à-dire que bon, normalement vous n'avez pas oublié, c'est pas suffisamment loin pour avoir complètement oublié l'état d'esprit dans lequel vous étiez, l'état émotionnel, et normalement en plus vous avez pris des notes autour. Vous pourriez bien sûr ne pas reconnaître cette personne, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez vous sentir complètement différente de cette personne. Mais ça c'est plutôt ok, c'est plutôt même quelque chose de positif, je dirais. Mais ce qui est important, c'est de comprendre vraiment comment votre cerveau a fonctionné et à quel point aussi il était restrictif à ce moment-là, parce qu'il y avait plein de choses qui étaient ignorées et qui étaient peut-être stagnantes. Et cette stagnation, vous pouvez d'ailleurs la trouver peut-être à la sortie du premier cycle. C'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas voir un grand écart sur le premier cycle. Vous allez voir peut-être un renforcement des croyances, peut-être un renforcement des idéaux. Vous allez voir peut-être plus de confiance. Ça peut vous avoir donné ici beaucoup plus de confiance sur vous-même, dans votre appréciation ici de vous-même. Ça peut avoir restauré de l'estime, par exemple. Mais vous allez voir que d'un point de vue connaissance et d'un point de vue action, ça a très peu bougé. Ça a très peu bougé parce qu'il faut, en premier lieu, dans les premiers cycles, on réinitialise. On remet les compteurs à zéro. C'est-à-dire qu'on va commencer par inverser la décroissance. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Au démarrage, on n'était plus en croissance. En fait, au meilleur des cas, on était en stagnation. Mais en fait, vous allez voir que vous étiez plutôt dans quelque chose. Alors, quand je parle de décroissance, c'est qu'il n'y avait plus vraiment de mouvement vers l'avant. À ce moment-là, on était au contraire plutôt tourné dans le passé, en fait. Et beaucoup tourné parce que c'était important. C'est dans le passé qu'on trouve
les informations et qu'on doit les réinterpréter. Mais vous allez sentir vraiment un écart. Il y a beaucoup de choses que vous avez dégagées depuis. Vous n'étiez plus le même dans cette idée de personnalité que vous aurez dégagée dans l'intervalle, parce que vous l'aurez ici dépassé, ce prisme de la personnalité, cette identification qui était la vôtre, la manière dont vous vous étiez cartographié dans le rapport à vous-même, vous allez vraiment voir un très grand écart. Donc, c'est bien de se replonger dans la séquence au complet, parce que ça va vous montrer comment les choses se sont altérées et pour lesquelles vous n'avez pas forcément eu de prise de conscience. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous vous sentez différent, complètement disposé peut-être à l'ouverture. Il y a des nouveaux projets, il y a plein de choses ici qui se sont révélées au cours du parcours. Vous vous êtes surpris à plusieurs reprises dans des changements d'action et des changements de réaction. Il y a des choses qui ont été retentissantes, il y a des choses qui ont peut-être été invisibles. Mais c'est pour ça qu'il faut regarder les choses dans un ensemble, parce que effectivement, vous allez pouvoir acquérir cette idée de constat présent qui est resté révisable, parce que là, vous allez pouvoir réviser justement votre point de vue sur votre parcours. Et ça fait partie des choses qui permettent d'entériner quelque part, de valider cet esprit critique que vous avez développé. Et l'idée n'est pas de vous laisser imaginer au travers ici de cette séquence que vous n'en disposez pas. Si, en fait, vous en disposez, on est allé le chercher. On est allé chercher, les séquences, elles sont construites de cette manière-là. On y est, en fait. Et vous n'avez plus qu'à vous en rendre compte. C'est ce même principe que la liberté. Vous êtes libre, il faut simplement l'accepter. Eh bien, là, vous avez un esprit critique, vous êtes outillé. Il faut que vous puissiez vous en rendre compte. Pour ne pas, effectivement, ici, vous limiter dans la zone la plus mentale, parce que on a travaillé ensemble les points d'appui émotionnels. C'était ceux-là qui bloquaient. Donc ici, je m'adresse majoritairement à l'énergie féminine. Mais effectivement, l'énergie féminine est bloquée et comme engluée dans son système émotionnel. Mais souvenez-vous que le système émotionnel, c'est, je vous renvoie à l'emprise, c'est neuronal, c'est simplement le fait que l'on ait deux hémisphères, et donc il y avait un blocage de l'un de vos hémisphères. Vous étiez comme piégé dans cet hémisphère qui émet ici la partie émotionnelle. Et on est allé chercher évidemment la partie logique, rationnelle. On est allé déverrouiller ici cette position de manière à ce que les deux reviennent en intercommunication. Si ici on s'adresse à des masculins, mais très très grande majorité, ce sont des énergies féminines. C'est pour ça que je le dis de cette manière-là, celles que l'on a en tout cas en parcours. Je ne parle pas de celles et ceux qui m'écoutent, mais avec lesquels je n'ai pas travaillé. Eh bien effectivement, c'est l'inverse que l'on aurait opéré. On serait parti évidemment ici de la logique, de résoudre l'équation ici de cet hémisphère qui alimente le côté le plus rationnel de notre être au profit évidemment de ce qu'il nous faut aller chercher dans le système ici émotionnel. Donc cette complexité du cerveau et ces fameuses limitations de l'esprit critique sont en grande majorité des biais collectifs, donc on va les trouver chez tout le monde, inconscient bien sûr. Mais elle renvoie à cette complexité du cerveau qui est plus à démontrer. Je pense que aujourd'hui dans ce présent qui est très moderne autour de ça, on sait, il y a suffisamment d'études qui le démontrent. Il y a de nombreuses choses qui restent à découvrir ici. Est-ce qu'on a percé tous les mystères du cerveau ? Je pense que non, il y a énormément de choses encore qui nous restent à apprendre. Il y a de nombreuses études certainement qui devront être menées. Ce qu'il faut bien avoir en tête ici, donc nous, c'est pas ce qu'on fait, on fait pas ici de la science du point de vue purement physiologique. On se base évidemment sur les postulats scientifiques, donc le côté physiologique, il faut partir de là parce que c'est quand même quelque chose qui est important justement pour pas être dans la croyance. Maintenant, on n'est pas expert dans le côté neurologique. Par contre, ce que l'on a travaillé ensemble a toujours été l'angle qu'on pourrait adresser dans le sens psychanalytique ou effectivement le côté psychosociologique. Donc psychanalytique parce qu'on travaille ici du point de vue de l'individu
et plutôt psychosociologique lorsque l'on travaille ici plutôt du point de vue le plus collectif, si vous préférez. Mais il faut rester évidemment ici vigilant, donc d'une part ne pas affirmer les choses sans discernement, sans avoir été au fond de la connaissance. Mais là, voilà, on va arriver aussi dans ces formes parfois de pseudo-science où il faut avoir beaucoup de vigilance, beaucoup de discernement et beaucoup de recul. Parce que, alors peut-être pas tant pour vous que peut-être autour de vous, on est dans le monde extérieur, hein, donc ici on regarde les angles les plus extérieurs. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites où on s'appuie justement sur des codes qui, eux, sont physiologiques et sont réels pour vraiment, et c'est pour ça qu'on appelle ça de la pseudoscience, c'est vraiment pour s'appuyer dessus et convaincre, voire développer vraiment des croyances qui sont complètement irrationnelles autour de ça. Et ça pullule beaucoup sur Internet évidemment, mais dans le côté des réseaux sociaux, parce que en fait, personne ne pourrait aller publier des études de la sorte, ce serait absolument ridicule. Donc c'est tout ce qui va circuler dans les fameux groupes, hein, les groupes ici où des gens produisent des textes, etc., en allant s'appuyer sur des articles qui sont certes des articles scientifiques, mais qui en fait n'ont absolument plus rien de scientifique une fois qu'ils ont été passés ici à la moulinette. Donc la moulinette de la croyance, et non pas effectivement l'angle ici psychanalytique ou psychosociologique. Ça ne se base plus du tout ici sur le fonctionnement même de notre zone neuronale. Ça fonctionne sur d'autres codes. J'en ai un en tête en particulier qui, au moment effectivement où j'ai travaillé ici sur la préparation de cette vidéo, qui m'a... Bon, c'était pas la première fois que je tombais sur le texte, mais je suis retombée sur le texte et je me suis dit, bon, ok, si je retombe dessus... Vraiment, c'est que ce truc-là, il est important d'être inclus dans notre angle d'analyse. Ce sont ces fameux textes, parce que je ne pense pas que ce soit un texte unique, qui parle justement du cerveau et qui parle de ce que l'on appelle le microchimérisme. Et ça, bon, la façon dont est tourné le texte, c'est un énième texte ici qui renvoie justement à ces racines qui sont des racines collectives, autour de la croyance ici alimentée par le mythe de la Genèse, avec cette idée de péché qui est attribuée effectivement ici à la femme, et l'inconscience finalement ici que c'est avoir un homme, donc en l'occurrence ici dans l'archétype d'Adam, parce que finalement il s'est laissé complètement tenter par une femme, et donc il a manqué de discernement, et résultat, tout le monde évidemment ici a compris que c'est le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Nous sommes séparés du paradis. Bon, on a parlé évidemment ici de notre point de vue sur le sujet, mais là donc est utilisé donc pour parler de la même chose, c'est-à-dire que en fait la conclusion de cet article, elle est évidemment sur le fait que la femme, par son absence ici de connaissance du sujet et de la manière dont on va dire tout ce qui va toucher ici au corps, la manière dont fonctionne son corps, la manière dont fonctionne ici l'intérieur de son corps, ses cellules, à partir de ce qu'elle consomme ou de ce qu'elle pratique, va créer ici des influences dans son système neuronal. Et le microchimérisme, c'est effectivement quelque chose en particulier d'ailleurs qui touche à la gestation, puisque comme vous le savez, quand on porte un enfant, évidemment on a un autre individu à l'intérieur de notre corps qui n'a pas un ADN identique évidemment ici au nôtre, et donc le principe de microchimérisme dont le travail commence seulement, pour être honnête, la partie ici sur lesquelles les scientifiques travaillent depuis un certain temps déjà, est fort basé d'ailleurs sur la partie fœtale, et donc la communication ici des cellules de la mère à l'enfant ou de l'enfant vers la mère, parce que ces études tendent à démontrer que la mère est préservée ici par le fœtus, et donc il laisse des choses à l'intérieur ici des cellules de la mère pour la préserver justement. Donc on pourrait dire symboliquement, il y a un acte d'amour ici, la mère porte l'enfant à la vie, et l'enfant s'assure que la mère puisse ici avoir une préservation de sa santé. Donc moi je trouve sur le principe
si effectivement ces études se confirment, je trouve ça très beau, c'est un acte d'amour réciproque. La vie a été échangée ici et donc je trouve qu'il n'y a rien de plus beau si la science le prouve, par exemple. Mais là, en l'occurrence, c'est utilisé dans un autre cadre et c'est plutôt utilisé ici dans des propos très sexistes, très sectaires, où en fait, on va culpabiliser ici la femme dans son rapport intime et effectivement culpabiliser aussi les hommes. Alors, dans une moindre mesure, évidemment, vous l'aurez compris, parce que c'est souvent évidemment comme ça que sont tournés ces textes à partir de cette racine. Il est culpabilisé dans son inconscience, c'est-à-dire de ne pas être conscient de ce phénomène ici de partage de cellules. Et donc, eh bien, il est souillé, de fait, ici, pour globalement être très clair. On utilise le microchimérisme qui semble être, de mon point de vue, quand je lis l'étude qui existe, vous pouvez la trouver sur Internet, un acte d'amour de la mère à l'enfant ou de l'enfant vers la mère. Il le transfère ici dans une autre forme beaucoup plus culpabilisante où l'homme se retrouve évidemment ici souillé par la femme qui donc a probablement eu d'autres rapports avec d'autres hommes. Il est comme contaminé et donc évidemment on est renvoyé ici dans un souhait que les femmes soient plus conscientes ici de leur souillure pour éviter de les distribuer. Je schématise à peine, très honnêtement, peut-être d'ailleurs certains d'entre vous ont déjà lu cet article, je schématise à peine ce qui a été ici expliqué et relayé à de multiples reprises. Biais collectif évidemment extrêmement inconscient. Voilà, si on est dans une empreinte de culture où, voilà, là on est dans une religion monothéiste de nature ici, ce qu'on appelle les religions abrahamiques, bah oui, on va trouver ça logique en fait. Bon, d'ailleurs, les commentaires le pointent directement ici du doigt. Donc oui, c'est logique. Évidemment que c'est logique. Et la Genèse, en plus, en a toujours parlé. Voilà. Donc globalement, c'est ce que concluent ici majoritairement les gens qui lisent cet article. Ensuite, on va donc trouver évidemment des contradicteurs de ce point de vue-là. Très peu, toujours en se basant sur la science, en disant c'est n'importe quoi, mais en utilisant plutôt la croyance, en disant c'est n'importe quoi parce que c'est une autre façon ici de soumettre la femme. Oui, bien sûr, c'est une conséquence, mais c'est surtout vraiment n'importe quoi parce que en réalité, ça n'a absolument rien de scientifique. Ça se base ici sur une théorie qui est évidemment de la pseudo-science, qui utilise quelque chose sur lequel il y a vraiment une très grande avancée de la science pour le détourner dans un langage ici idéologique. Et tout ça sous couvert évidemment de groupes dans lesquels on affiche le fait d'être des personnes conscientes, éveillées, spirituelles. Donc on est vraiment dans une opposition ici, y compris d'ailleurs encore une fois dans les commentaires, vous pouvez observer. Et donc si on l'adresse de façon psychanalytique, pour le coup psychosociologique, on est dans des conciliations qui sont dans des formes très opposées. Et là, eh bien, il n'y a pas de dialogue en fait. C'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, ils ne peuvent pas s'entendre, puisque de toute façon, ils sont chacun à un bout de l'élastique, et il n'y a absolument rien qui les ramène au milieu. Rien dans l'angle mental, c'est-à-dire que ici, si on refait le parallèle avec notre thématique du jour, on a deux hémisphères, deux polarités, on pourrait dire sont comme deux polarités d'un point de vue énergétique, et deux modes de fonctionnement extrêmement différents au sein d'un même organe qui est le cerveau. Droit, gauche, masculin, féminin. Alors de fait l'inverse, féminin, masculin, mental, émotionnel. Enfin, vous avez compris l'idée, c'est vraiment ici le principe de quelque chose qui à l'intérieur de nous-mêmes se divise, dont on a très largement parlé. Mais donc ici, on est bien dans cette même notion de division. Il y en a un qui est parti dans un sens et l'autre dans l'autre, mais ils sont partis uniquement dans l'angle émotionnel, en fait. Et ça, c'est important parce que la discussion, elle ne peut pas avoir lieu entre une personne qui est complètement rationnelle et rationalisée à l'extrême et une personne qui est émotionnelle, émotionnalisée à l'extrême. La conversation déjà n'a pas lieu. Mais au sein d'un même groupe, elle n'a pas plus lieu en fait. Et ça, c'est important aussi d'en prendre conscience. C'est-à-dire que si vous êtes deux personnes qui réagissez à l'angle émotionnel, vous n'allez pas non plus vous comprendre.
Et si vous êtes deux personnes dans une logique exacerbée, mais qui ont de fait des certitudes, vous n'allez pas non plus ici vous entendre. Alors vous allez me dire, Nymphia, c'est compliqué parce qu'alors là, on a tout le collectif. Oui, en fait. Oui, je suis désolée. Oui, vous avez raison. Très belle conclusion. Bravo, j'aurais pas fait mieux. Oui. On est aujourd'hui dans une situation où effectivement, quand le mental et l'émotionnel s'opposent, on est dans un mental qui est pétri de certitude et on est dans un émotionnel qui est pétri de vérité. L'ensemble est complètement relatif et évidemment clivant et divisant. Donc, collectivement parlant, voilà la situation. Et c'est évidemment très applicable et appliqué au monde moderne parce que c'est un monde qui s'est individualisé. On aurait probablement eu moins de difficultés dans un monde plus ancien, où finalement l'ordre était préétabli. Alors, il est évidemment, c'est un ordre préétabli sur un système qui est à remettre en question. Mais au moins, tout le monde était dans un même mode de fonctionnement, même mode de pensée. Donc, c'était plus en ordre que ça ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'est individualisé, on a notre pensée propre, on a notre façon ici de concevoir l'information, on nous encourage bien sûr ici à le faire, mais on n'a pas réglé en fait ici ce sujet. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça l'amplifie. C'est un peu l'idée en fait, c'est que ça amplifie. C'est-à-dire que plus effectivement on est dans l'individualisation, plus on pourra dire qu'on développe l'ego en fait. Donc plus on a conscience de soi, plus on a conscience de notre environnement, mais plus on est déséquilibré à l'intérieur et donc plus évidemment la conscience de soi et la conscience de l'environnement est amplifiée. C'est assez mécanique. Et ça, donc dans l'angle psychanalytique, on va avoir beaucoup plus de déséquilibre et de pensée déséquilibrée. Alors, pensée déséquilibrée, on pense toujours à ce qu'il y a de plus noir, en fait, ou de plus problématique. On va tout de suite penser psychopathe, par exemple. Il y en a, hein. Il y en a qui ont des tendances, alors on va plutôt dire sociopathe, il y en a qui ont des tendances sociopathes, et ça on l'a beaucoup, en fait on l'a beaucoup dans les entreprises par exemple, le comportement de sociopathie, vous pouvez regarder, il y a des études récentes qui ont été faites, tout ce qui est manipulation excessive, et davantage encore parce que on a une tendance justement à avoir courbé la courbe de la connaissance, voire à l'avoir inversée. Et donc en plus, on va avoir des managers qui ne peuvent s'appuyer que sur l'emprise parce qu'ils n'ont plus justement ici cette compétence, et notamment au plus haut sommet des entreprises. Donc on va plutôt parler ici de personnes ignorantes qui ne peuvent de fait ici régner que par des tendances, des actions, des mécanismes ici réactionnels à tendance sociopathe. Et pour pousser évidemment ici les gens à bout. Alors ils vont être dans leur angle mental de façon exacerbée. Ils n'en ont rien à faire en fait de la manière dont ils impactent évidemment les employés d'un point de vue émotionnel. Ce qui compte, c'est le résultat, c'est toujours plus de productivité, plus de carrière. Si tu veux plus, travaille plus. Si tu veux plus d'argent, fais plus. On est dans vraiment c'est un asservissement qui est très poussé à l'extrême, notamment dans le tertiaire. Et il s'explique aussi par ce phénomène. Parce que l'individu fait carrière, il réussit. Et il y a la contrepartie, ça se fait en règle générale, la contrepartie c'est les autres. En fait, et vous trouverez, je pense que ça s'est beaucoup amplifié sur cette dernière décennie, des gens qui littéralement vous marcheraient dessus pour une promotion, pour gagner un peu plus, pour prouver à celui qui sera en capacité de lui donner un peu plus, à quel point il est capable de maltraiter les autres. Et on est dans certaines entreprises, dans ce qui va relever maintenant, parce qu'avec le temps, on peut parler de quelque chose qui s'institutionnalise, il y a de l'institutionnalisation ici autour de ça. Il y a de la maltraitance, évidemment, ici, qui est psychologique pour certains, mais qui est exacerbée par une application qu'ils estiment être extrêmement logique, parce que eux savent bien faire et bien faire travailler surtout les autres, bien les exploiter si vous préférez. Donc c'est devenu, j'ai envie de dire, une compétence. Exploiter les autres est devenu une compétence bankable ici, a priori, dans
certains secteurs, dans un silence évidemment ici assourdissant, mais ça donne une bonne idée de ce qui finalement se divise, s'oppose et clive aussi dans une société, là pas forcément dans le sens entreprise, mais dans une société, donc dans le sens le plus collectif. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Et en même temps, est-ce que c'est quelque chose dans lequel on doit lutter ? Eh bien ça, c'est une réelle question. Parce que, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui est dans son mental, quelqu'un dans son émotionnel, c'est compliqué d'avoir un mode de communication sur lequel on se rejoint, si on est pétri de certitude d'un côté et de vérité de l'autre. Et la même chose dans une même catégorie. On est dirigé par notre émotionnel, très bien. Mais si chacun a sa version de la vérité, qu'elle est sacrée et qu'on ne veut pas en démordre, il n'y a plus de mouvement. Pareil pour le mental. Si chacun a sa certitude, qu'il est persuadé ici d'avoir raison, eh bien il n'y a plus de dialogue non plus. Quelle est ici la possibilité de faire autrement ? Le rapport doit redevenir ici évidemment individuel. Ça doit relever d'un retour ici vers soi et de déterminer comment évidemment ici agir, interagir. Le fait d'être conscient de ces mécanismes déjà réouvre quelque chose parce que on n'analysera plus les choses de la même manière. Ça, c'est essentiel. Si quand on se retrouve face à une personne ou dans une situation en particulier, on a ces codes en tête, on n'analyse plus les choses de la même façon. Et la maîtrise, elle vient par la maîtrise de l'environnement, c'est-à-dire qu'on ne se maîtrise soi-même que quand on a conscience ici évidemment de ce qu'il faut maîtriser. Et quand on est en interaction extérieure, c'est conscience du fonctionnement ici, dans la relation, qui va nous aider, on a conscience de soi, on est conscient de notre propre mécanisme, et si on a le savoir des codes, eh bien effectivement, on va devoir maîtriser cette interaction d'un point de vue extérieur, mais au moins on a de quoi travailler. On a de quoi travailler, et donc sans classer les gens, parce que ça, vraiment c'est quelque chose d'important, il ne faut pas adresser les gens comme dans une grille, il faut comprendre les zones d'influence, mais pas les cartographier, parce que c'est déjà, d'une part, c'est très facile de se tromper. Il y a ce qu'ils vont montrer à un instant T. Est-ce que ça les définit pour autant ? Eh bien, reprenez ici ce que je vous ai dit, revenez dans l'ensemble de vos cycles et regardez si vous aviez été cartographié de cette manière-là. Est-ce que vous auriez pu, ici déjà, vous-même, dans votre propre regard, vous juger de cette manière ? Petit 1. Est-ce que si on l'avait fait, est-ce que vous l'auriez compris ? Ça, c'est le petit 2. Et qu'est-ce qui se serait passé ? Parce que finalement, ça n'a pas été appliqué sur vous. Donc, ça peut permettre une grille de lecture, mais cette grille de lecture ne doit pas conditionner non plus notre manière ici d'adresser l'autre. C'est-à-dire que ça n'a pas valeur d'utilisation projetée. On ne projette pas ici ces choses-là sur les autres. On comprend. Ça évite de passer par ce que je vais appeler l'empathie, donc de repasser ici par le champ émotionnel, empathie, compassion. Ça va éviter de venir se nuire de nouveau ici dans la pensée, c'est ce qui va vous permettre de rester au centre. Mais ça vous concerne vous, parce que vous êtes allé chercher ici votre centre. Si vous n'avez pas votre centre, si vous n'avez pas cette condition, si vous préférez, c'est-à-dire cette connaissance de vous, où vous-même vous êtes en capacité d'avoir cartographié vos comportements par rapport à ça, parce que ça vous pouvez l'appliquer en revanche sur tout le circuit que vous avez ici réalisé, eh bien ça vous regarde et c'est une application qui est propre à vous-même. Donc vous êtes sorti ici de ces zones de jugement, mais si vous l'utilisez de cette manière-là face à l'extérieur, en fait, ça va être du jugement ou du non-jugement. Mais ni l'un ni l'autre ici n'est de la justesse. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut bien garder en tête. Ce sont des leviers. Ce sont des leviers de compréhension, de conscientisation. Mais la conscientisation, ici, c'est quelque chose où on observe l'observateur. Donc, ça ne se passe pas à ce stade-là à l'extérieur. Ce qui va se passer à l'extérieur, d'ailleurs on le verra lorsque l'on sera en Capricorne, c'est Capricorne qui façonne. Donc le Capricorne est dans l'action. Mais le Sagittaire, il est dans l'orientation ici de son action. Il est dans la redétermination possiblement de ses objectifs. Il est dans la manière dont il va se forger sa détermination. Donc il doit construire ici quelque chose, mais qui est purement intérieur. Donc ça, vraiment, gardez bien le point de base là-dessus. Ici, on livre les leviers. Mais ces leviers, ils sont applicables d'une part à soi-même, ils sont une grille de lecture pour le monde, mais ils ne sont pas la grille de lecture de l'action ici.
Là, c'est comment on maîtrise les biais. Donc, on revient dans l'application ici masculin-féminin, les deux hémisphères, la polarité, le mental, l'émotionnel. Donc, comprenez que dans l'angle mental, donc on peut ici graduer sur la part masculine à l'intérieur de nous, sur notre comportement ici sur une partie de notre hémisphère. C'est un mode de fonctionnement qui est très différent de l'autre pendant, et on doit maîtriser évidemment ici les deux pour soi. Ici va se situer l'application logique. Et cette application logique, elle peut évidemment, quand on est dans le centre, elle peut se bloquer du point de vue ici savoir. Si j'ai le sentiment que certaines choses m'échappent, je peux bloquer mon mouvement d'action parce que j'ai cette sensation que je dois disposer de la certitude. Quand on n'est pas conscient de ça, eh bien c'est l'endroit où on a des certitudes. C'est des endroits qu'on ne va pas remettre en question. Ça, on l'a validé, c'est une certitude. Le monde fonctionne comme ça. Je ne le remettrai pas en question parce que je le sais et que je n'ai rien à faire de ce point de vue-là. C'est comme ça. Il n'y a pas de discussion. Ça, c'est le principe de la certitude. Donc, le point de fermeture, c'est quand il n'y a pas de discussion. Le point d'ouverture, c'est quand effectivement on se dit « oui, ok, bon, le savoir à cet instant-là, il est celui-ci. Je peux toujours savoir plus, mais je choisis de ne pas me bloquer. » Donc c'est de cette manière-là c'est pas qu'on contourne le biais, mais c'est qu'on change le mouvement et on peut être dans la certitude à ce moment-là. En fait, il ne faut pas imaginer qu'on ne peut pas utiliser les mêmes mots. C'est juste le fait que ça ne peut pas être absolu. Donc c'est se dire, ok, là, ça c'est le constat. J'ai la certitude que j'ai analysé tout ce qui était à ma main. J'ai fait mon maximum pour étendre mes connaissances. Mais voilà ici mon postulat, voilà ma conclusion. À ce stade-là, je suis dans l'adhésion de ce que j'ai conclu. Ça correspond à mon analyse. Et j'avance. C'est une certitude, elle n'est pas absolue. C'est un constat, il est présent, mais il peut bouger. J'ouvre toujours, évidemment, ici la porte. Ça, c'est une manière d'adresser la quête. C'est-à-dire que on est dans cette idée de quête. Ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est la quête. Quand on cherche une connaissance, c'est parce qu'on est en quête de savoir plus, en fait. Donc, certitude et quête, en fait, vont de pair. Et elles sont tournées vers quoi ? Vers la vérité. Sauf que si on a verrouillé la vérité dans la certitude, eh bien, on est complètement ici en fermeture. Parce qu'après, il y a bien sûr ici ce côté plus émotionnel. Donc, encore une fois, tout le monde a du mental et tout le monde a de l'émotionnel. Tout le monde ici a de la logique et des croyances. On ne doit pas sortir de la logique et on ne doit pas sortir des croyances. On a besoin de ces deux aspects puisque ce sont les piliers ici de notre fonctionnement cérébral. Donc, si on veut pouvoir agir, si on veut pouvoir œuvrer, on ne se débarrasse pas de ce que l'on est. On reste humain, en fait. Donc, on ne se débarrasse pas ici de l'attribut de l'humain. Au contraire, on comprend ce qu'est être humain, on comprend notre nature, on comprend nos mécanismes, notre mode de fonctionnement, on le comprend pleinement. Donc, on élude ce côté plus imaginaire autour ici de l'être au profit de la ressource, la mise en service de nos talents, de nos compétences, de nos capacités, qui ne sont pas des croyances dans le sens extrasensoriel. C'est comment utiliser avec habileté, comme le créateur en fait, cette créature créée par point d'interrogation, et c'est pas grave que ce soit un point d'interrogation, on met ce qu'on veut derrière le point d'interrogation, tant qu'on sait ici que ce n'est pas une absolue certitude ou une absolue vérité, d'un côté ou de l'autre. Mais si on a déduit quelque chose de logique, eh bien, qu'on a envie d'y croire, tant mieux, en fait, c'est pas le sujet. Ou si effectivement, on a pris un angle plus imaginaire et que ça nous fait plaisir que ce soit ici notre certitude, que ça nous réconforte et que quelque part, ça évite qu'il y ait un trou d'un point de vue émotionnel à l'intérieur de nous, c'est ok. Tant qu'on ne fiche pas ici la situation, ça fonctionne même plutôt très bien et ça équilibre. C'est ça qu'il faut aussi comprendre parce que le fonctionnement émotionnel au travers des croyances, ça répond à ce besoin de saisir la réalité. On a besoin de vérité. Donc, on a besoin de certitude et on a besoin de vérité. On ne peut pas s'en passer. Si on s'en passe,
eh bien, c'est le néant, en fait, c'est le vide. Si je n'ai plus aucune croyance, je perds mes sens, je perds de vue, en fait, ne serait-ce que la valeur de l'existence, dans le sens humain, la valeur de la vie. Elle m'échappe. Il n'y a pas de sens si je n'ai pas de créateur, si je ne suis pas là pour quelque chose, si, quelque part, je n'ai pas de moyen d'identifier mes propres leviers, si je n'ai même pas le moyen d'être certain que j'existe. C'est une perte complète de sens, on appelle ça le néant. Et c'est en cela que certaines croyances peuvent être un peu compliquées de ce point de vue-là, parce que, alors c'est du vécu. Je vais vous donner 2 exemples. Je vais vous donner un exemple moi-même, comme je l'ai fait ici pour le côté adolescent. Et je vais le faire avec ma fille, parce que évidemment, je m'en suis aussi rendu compte d'un point de vue ici enfant. Je ne l'avais pas forcément vu de la sorte, et c'est important, parce que l'humain a horreur du vide. Donc, sans certitude, sans vérité, on a une zone neuronale qui est en PLS, en fait. Ça ne fonctionne plus très bien, et donc ça nous plonge soit effectivement dans un immobilisme, absence de certitude, bah, s'il n'y a plus rien ici sur lequel je peux aller m'appuyer, je n'ai plus de fondation. Si je n'ai plus de fondation, même ma logique n'est plus logique. Je bug, en fait. Et la même chose pour les croyances. Si finalement cette existence n'a pas de sens, si elle n'est même pas réelle, si je ne suis pas ce que je crois que je suis quoi? Je suis rien, en fait. Donc vous comprenez que c'est un vrai problème. Et il y a certaines croyances qui amplifient évidemment ici ce problème. Alors selon comment en plus vous êtes porté dans votre logique, etc. Quand effectivement, donc je vous ai expliqué, la dernière fois avec Stéma, on avait beaucoup travaillé sur une partie, voilà, pendant quasiment un an, on a énormément travaillé, tout ce qui était mémoire, etc. En fait, on cherchait à comprendre ce qu'était la clé des mémoires et comment l'utiliser comme un outil, en fait, hein, pour être aussi exact, parce que je vous l'ai donné dans l'angle ici du fait que ça nous mobilisait tout notre temps, mais au-delà de ça, on suivait une piste quand même, on suivait une piste pour comprendre quelle était vraiment la valeur. Et donc, finalement, on arrivait à ce sauf-conduit. Mais pour faire tout ça, il y a eu beaucoup d'études de fait autour de d'autres choses qui existent parce que on avait besoin de contrôler ces informations. C'est-à-dire que ces mémoires qu'on visitait, on avait besoin de contrôler eh bien, si d'autres personnes percevaient les choses d'une même manière. Donc, on notait, en fait, on notait beaucoup les choses qu'on visitait. Et puis, on regardait un peu voilà, ce qui se passait. Et puis, à côté de ça, il y a cette croyance aussi par rapport à la science-fiction, où beaucoup disaient, enfin, dans ce qu'on lisait, hein, ils le disent toujours, parce que je fais comme si c'était au passé, non, ils le disent toujours. Il y en a qui n'ont pas bougé du film, hein, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont vraiment stagnants pour le coup, ils répètent les mêmes choses tout le temps. Mais peu importe, à ce moment-là, on s'interrogeait sur justement le côté physico-physique de la réalité. Et je lui disais, est-ce que tu crois que, je sais pas, est-ce que finalement, quand on dit que les codes de la science-fiction, ils viennent pas par hasard, que peut-être certaines personnes auraient des vérités non révélées, donc il y a un petit côté psychose quand même derrière ça. Est-ce que tu crois que voilà, certains films en fait sont en train de dire la vérité? Et notamment à ce moment-là, tout le monde parle régulièrement de Matrix, donc le sujet Matrix était un sujet où on se dit bon, peut-être en fait, si ça se trouve on est branché, je sais pas, on est peut-être branché ici à des tuyaux et puis bon, c'est peut-être l'idée quoi. Mais c'est quelque chose qui rapidement, je me suis dit non mais ça déjà je peux pas adhérer à ça parce que si j'y crois, c'est-à-dire que ok, logiquement, pourquoi pas, ça peut être logique, hein, peut-être. De façon rationnelle, ça me semblait pas une impossibilité. Mais du point de vue émotionnel, ça me semblait terrible en fait. C'est-à-dire que d'imaginer et d'adhérer à ce genre de croyances, je trouvais ça terrible. Parce que ça voulait dire quoi? Ça sert à rien quoi, débranchez-moi dans ce cas-là. Parce que si c'est vraiment ça la vie, je vois pas, il y a vraiment une perte de sens autour de cette hypothèse qui m'aurait figée quoi. C'est-à-dire que si j'avais décidé d'y croire, je me suis dit là si je décide de croire à un truc pareil, je bouge pas le lendemain en fait. Parce que je veux bien croire que la réalité n'est pas la réalité
et je suis plutôt ok de dire que on se fait beaucoup de mal, on se blesse dans nos émotionnels, voilà, il y a la souffrance, et donc je suis plutôt d'accord avec la philosophie bouddhiste là-dessus, de se dire qu'en fait, cette souffrance, elle est beaucoup dans l'illusion. Finalement, c'est quelque chose dans lequel on se plonge nous-mêmes, mais de par la construction, et évidemment par le prisme de certaines croyances, mais surtout par la causalité. Donc ça, complètement, je suis complètement d'accord avec l'idée. Mais là, on était dans autre chose, quoi. Là, on était vraiment dans le côté science-fiction pure, où en fait, on est juste des machines, on est branché dans une réalité virtuelle, où on a l'impression de vivre. Et là, pour moi, c'était trop, en fait. Clairement, c'était trop, parce que je peux comprendre l'idée, c'est-à-dire que oui, je peux comprendre qu'on la voit de cette manière, mais je ne peux pas adhérer ici à ce concept, ou alors, dans mon cas, je trouverais que c'est le néant. Alors là, du coup, tout perd complètement son sens. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est pas la vérité? Ça veut pas non plus dire ça. Ça veut juste dire que je n'ai pas envie de voir la vie de cette manière-là. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Mais j'ai pas envie d'ici considérer cela dans mes hypothèses. Je trouve pas que ça apporte quelque chose ici, dans cette existence. À l'exception de me donner envie d'aller complètement à l'extérieur et de me détourner du monde, ça ne me donnerait pas envie de grand-chose d'autre. Alors à quoi bon? Parce qu'une croyance, ça doit quand même ici faire sens. En fait, c'est le but de la croyance, c'est de donner du sens ici à l'existence. C'est que cette réalité, finalement, on puisse s'en saisir. Et me saisir de ce genre de réalité ne m'intéresse pas. Je ne trouve pas ici que ça va faire de moi quelqu'un qui est elle-même, en fait. Ça va au contraire me faire complètement me détourner de moi. Donc les croyances, oui, choisissez-les avec soin, parce qu'il y a celles qui vont vous faire vous détourner de vous-même. Et l'idée, encore une fois, des croyances, comme on ne pourra jamais les vérifier, c'est pas de se dire c'est la vérité de façon absolue, voilà comment fonctionne le monde. C'est juste d'adhérer à un système qui vous garde dans une position de neutralité, où finalement vous êtes satisfait d'être dans cette vie malgré son imperfection et d'être à la manœuvre malgré les contraintes, en fait. Donc, au centre, en fait. Oui, on pourra toujours dire que la vie, elle est imparfaite. C'est vrai. Mais on trouvera toujours des sources de plaisir. Centre. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes exercées sur nos actions. C'est pas si facile que ça, ici, d'être soi-même. Mais au moins, on sait qui on est. Neutralité. Toujours, en fait. Une croyance, elle doit pouvoir être neutre. Et je vous donne l'exemple de ma fille parce que, effectivement, je ne l'avais pas identifiée. Donc, je me suis beaucoup attachée à ce que ma fille n'ait pas de croyances limitantes, donc neutre. Mais à partir, bien sûr, ce qui est logique, en fait, au départ, je me suis dit, elle est en croissance, je veux qu'elle voit la vie comme elle en a envie. Et je vais juste m'attacher à détacher ce qu'éventuellement d'autres personnes peuvent mettre en projection. Mais c'était vraiment dans un souhait au départ d'ouverture, de liberté. Je veux qu'elle puisse choisir ce en quoi elle décidera de croire. Et donc pour ça, je ne veux pas charger son logiciel. Et je ne veux pas que d'autres le fassent. Mais je me suis aperçue que ça avait une limite. Parce qu'il n'empêche qu'en tant que parent, et dans cette façon qu'elle a évidemment de me voir, elle cherche en moi aussi, malgré tout, quelqu'un qui transmet. Ce qui est plutôt logique parce qu'elle me voit comme je suis. Donc il y a cette énergie bien sûr ici de transmission. Donc elle le voit. Et donc elle est attentive, elle écoute. Et donc comme elle est dans cette attention et qu'elle est dans cette position de développement de l'enfant, eh bien elle attend que je marche à ses côtés, pas comme je le fais avec un adulte, mais dans son rôle d'enfant en fait, pour la faire grandir, pour vraiment l'aider ici à grandir et à être elle-même. Mais il y a cette notion d'abstraction de la transmission que je n'avais pas forcément décelée. Et en fait, elle a eu cette peur pendant tout un temps autour du cosmos. C'est-à-dire qu'il y a eu ce moment où, lorsqu'elle était bien plus petite, elle regardait les étoiles, elle aimait bien, et puis, sans que je m'en aperçoive réellement, comme effectivement, je l'encourageais à être elle-même, elle me posait des questions, j'ai encouragé un peu son regard magique ici sur la vie, c'est la seule chose que j'ai fait parce que je trouvais que c'était une façon de lui transmettre
aussi le respect de la nature, etc. Donc ça marche vraiment très bien chez les enfants de l'approcher de cette manière-là. Elle est très soucieuse et très respectueuse ici du vivant. Donc c'est plutôt, on va dire, quelque chose sur lequel j'avais un postulat, je l'ai testé, je me dis ouais, c'est vrai que ça marche bien sur les enfants. Mais par contre, c'est poser la question du cosmos. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment donné où elle m'a posé la question de Dieu, en fait. Et là, à ce moment-là, je l'ai laissé libre de choix. Je lui ai dit, écoute, me concernant, je n'identifie pas la création de cette manière-là, parce que quelqu'un lui avait parlé ici de Dieu. Et donc, je lui dis, c'est une façon, et tout le monde a le droit de choisir la manière dont il adresse cette notion-là. Il y a plein de possibilités, et donc elle m'a demandé en quoi moi je crois. Donc, j'étais restée vraiment très évasive, très large. Je lui ai dit, je crois en moi, en fait. Mais à qui répond moi, ça, c'est autre chose. Donc, j'avais vraiment évacué comme ça, mais c'est vrai que je n'avais pas adressé de réponse plus précise que ça, en lui disant, tu vas grandir quand la question se posera, etc. Voilà. Et puis, je l'avais un petit peu guidée sur d'autres choses, en disant, bah, tu sais, il y a d'autres croyances. Elle aimait bien l'histoire à ce moment-là, elle avait quelques magazines, donc je lui dis, bah voilà. Elle m'a dit, ok, bah moi, j'aime bien les dieux grecs. Est-ce que je peux croire dans les dieux grecs ? Je lui ai dit, bah tu crois en ce que tu veux, en fait. Mais voilà, mais c'était... J'ai pas creusé plus que ça à ce moment-là, ça n'a pas non plus attiré mon attention, vous me direz. Et en général, quand ça n'attire pas mon attention, c'est que c'est pas le moment. Donc, c'est passé comme ça. Et ensuite, il y a eu cet épisode pendant, ici... un temps donné, ça n'a pas duré quelques semaines, ça a été pour le coup beaucoup plus long, avec son histoire de cosmos. Son histoire de cosmos et son histoire des trous noirs. Et elle me disait, maman, j'ai peur du vide, j'ai peur du néant. Moi, j'ai peur de l'espace. Et ça a duré tout un temps parce qu'il y a eu pas mal de choses autour de ça, en plus dans le cadre scolaire. Et en plus de mon côté, comme elle m'avait dit qu'elle avait peur du cosmos, je me suis dit, c'est parce qu'elle ne connaît pas. Donc je lui ai dit, c'est parce que tu ne connais pas. On va parler des planètes, etc. Mais elle se mettait quand même dans des états émotionnels qui étaient un peu particuliers. Donc je n'ai pas trop insisté. Ensuite, on a fait une sortie toutes les deux. Et là, elle était un peu en mode panique parce qu'il y avait un petit film ici sur les planètes. Et là, elle était en mode panique. Elle me dit, maman, je ne peux pas voir l'espace parce que là, je ne vais pas me sentir bien. Je lui dis, mais c'est ridicule en fait. Je viens à côté de toi. Et puis, quand tu te sens pas bien, tu me le dis. Et moi, je vais t'expliquer, en fait, en complément. Parce que c'était vraiment une série d'images et je savais pas ce qu'ils allaient dire ici. Donc, donc on voit le truc. Effectivement, elle se sent pas bien au moment où on voit le trou noir, puisqu'on regardait vraiment le point de vue de la Terre, système solaire, sortir du système solaire, regarder la Voie lactée, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est vraiment l'immensité pour le coup. Donc, je me suis dit, c'est peut-être ça qui l'impressionne. Mais en fait, quand on est sorti... ici de la petite vidéo, elle me dit non mais c'est surtout le trou noir quoi maman, mais c'est le vide en fait. C'est bon, ok. On a fini notre expérience et puis on en a reparlé, donc je lui ai expliqué mais non mais c'est super les trous noirs, enfin j'ai donné plein d'exemples pour qu'elle passe à autre chose en fait, mais j'avais pas forcément détecté ce sujet. Et en fait tout le monde en fait regarde ici les choses pour essayer de travailler à partir de cet espace qui est à l'intérieur de soi, dans lequel le néant peut nous absorber. En fait, c'est vraiment cette idée d'absorption dans le néant. Et donc, on a quelque chose au-dessus de notre tête. Et on ne peut pas considérer en fait ici que l'on n'a rien, parce que lorsqu'on le fait inconsciemment, si il n'y a rien au-dessus, ça sous-entend qu'il y a un espace vide. S'il y a un espace vide, et donc s'il n'y a aucune croyance associée à ça, il y a comme un trou à l'intérieur de nous. Donc, la croyance, spontanément, on va l'identifier comme quelque chose qui va nous limiter, mais c'est important de considérer qu'en fait, c'est surtout la prise de conscience ici que les choses doivent avoir du sens, et donc que notre fonctionnement émotionnel ne réagit qu'au besoin de saisir une réalité dans laquelle on va créer un système de validation pour nous stabiliser. Ce qui fait qu'on peut jouer en fait ici avec ce principe, on peut se jouer entre guillemets, je vais dire comme ça parce que ça revient à ça, c'est se jouer un peu de nous-mêmes, non pas en laissant les autres jouer, mais en jouant ici avec les cordes
de nous-mêmes, de notre cerveau, et donc en définissant les croyances sur lesquelles on souhaite s'appuyer pour garder évidemment ici cet équilibre. L'objectif étant de ne pas créer d'angoisse, par exemple, ici avec ce vide. Il faut composer vraiment avec notre nature et s'appuyer sur les principes qui sont inhérents finalement à l'être humain, en gardant l'objectif, c'est-à-dire la détermination vers quoi elle doit être orientée, vers le fait de libérer son énergie de création. Et pour ça, il faut libérer les biais. Mais libérer les biais, c'est libérer les biais dans le sens inconscient, ce qui nous empêche d'avoir ici le mouvement neutre par rapport à l'émotionnel ou adapté ici par rapport à ce que l'on cherche à exécuter. Donc c'est le mouvement en fait, le fait de pouvoir au présent définir et orienter nos actions, celles que l'on ira évidemment pas à pas déployer, et c'est l'objectif en fait, c'est ça qui compte. Et autour de ça, c'est comment j'adresse la construction pour que mon objectif puisse évidemment ici se placer. Donc c'est le socle. Et ça, dans le socle, eh bien, il y a le fait de comprendre qu'on ne peut pas s'en passer et que si on s'en passe, il va y avoir quelque chose qui, et on ne mettra peut-être pas le doigt dessus, qui va créer de l'angoisse, qui va créer une perte de sens et on saura plus s'orienter. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est une question d'orientation. Et par un choix conscient de notre socle, là, on va pouvoir évidemment ici s'orienter. On est en position d'ouverture, on est aligné. Globalement, ça revient à ça. C'est donc une approche différente dans l'appropriation ici du système cérébral. Donc certes, c'est celui qui crée les courts-circuits. Ensuite, c'est celui qu'on réinitialise. On va réinitialiser des tas de choses parce que le court-circuit il a été conduit pour nous permettre de réinitialiser. Puis effectivement de libérer ici notre potentiel. Et une fois qu'on y est, eh bien, on doit se reprogrammer à notre volonté. Donc vraiment, encore une fois, à partir de nos choix. Cette réalité, elle est devenue incohérente et on lui remet ici de la cohérence à partir de la connaissance que l'on a développée autour de soi-même, de notre propre nature. Là, c'est collectif humain. Et de notre propre nature, c'est-à-dire là, c'est l'être ici. Et l'être, il est humain. Il n'est pas qu'humain, bien sûr, mais ici, il doit pouvoir prendre sa position d'humain. Parce que sinon, il ne fera rien. Donc l'être que vous êtes, il est plein d'autres choses. C'est réel, mais il est surtout humain. Donc il y a vraiment ici le socle humain qu'il faut replacer. Et cette fin d'année 9, elle nous a beaucoup porté dans cette idée de fondation. Et c'est bien là, bien sûr, qu'il faut aller se remettre en place. Donc, si tant est que vous en ayez besoin, il faut vraiment reprendre ici vos points de base, notamment dans votre court-circuit. Vous pouvez ici réappliquer les choses autour de cette information. Ces fonctionnements, ils sont interconnectés comme ils s'auto-alimentent. Vous savez finalement si vous êtes féminin ou masculin, donc vous savez où est-ce que ça se loge. Vous savez ici que cette recherche de vérité qui nous échappe, elle est logée dans l'émotionnel. Maintenant, vous avez compris que c'est la certitude ici qu'il faut faire les choses d'une certaine manière qui va bloquer le mental. Et donc que la solution, elle réside dans notre capacité d'autocritique, sans renier évidemment ici le socle et donc la construction de l'humain qui est multifactoriel, certes, mais qui doit choisir les points que l'on adresse pour ne plus être bloqué même inconsciemment, mais au contraire être conscient dans l'ouverture. Alors, pour pouvoir aborder cette dernière partie, on va juste refaire une synthèse autour de mental émotionnel. Donc, mental, pour aller chercher une ouverture individuelle, mental, la logique, bien ici se positionner dans le fait que c'est quelque chose qui est auto-apprenant. Donc, ne pas savoir, c'est simplement un fait. Ah, vous dites au cerveau, c'est un fait, tu peux pas tout savoir, c'est comme ça, parce que logiquement, on est dans une expérience humaine et c'est auto-apprenant. On entérine. Accepter aussi, parce que pour que cela se crée, il va falloir au préalable, donc ici je vous renvoie dans le point de vue extérieur, de sortir de la condition linéaire du temps. Si effectivement on est uniquement dans la méthode Coué à se dire je suis un phénomène auto-apprenant, je dois simplement ici accepter ça comme un état de fait,
On ne connaît rien de soi-même. Donc, en fait, il n'y a pas d'auto-apprenant. Auto-apprenant, ça sous-entend quand même qu'on a ici une base d'apprentissage pour pouvoir apprendre de soi. Donc, il faut quand même ici être conscient de soi. Tant qu'on n'est pas conscient de soi, et donc que l'on n'accepte pas de sortir de la condition la plus linéaire du temps, que le passé est important, que le futur est une angoisse, voire, ça peut être aussi important, hein, mais en général, quand on se sent mal à l'aise ici avec ce qui s'est passé, qu'on ne l'a pas laissé, en fait, hein, alors là, revenez vraiment au principe bouddhiste, hein, accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et confiance en ce qui sera. Si on n'est pas en ligne avec ça, il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas d'ouverture. Donc, au départ, il y a une ouverture peut-être qui peut se créer, mais alors, l'information qui est reçue, elle n'est pas forcément ingérée, elle n'est pas forcément digérée, elle va peut-être pas résonner avec la logique à l'instant présent. Il faut sortir de la condition linéaire, ici du temps, pour que ça fasse son œuvre. Et pour ça, l'outil, c'est le principe de causalité. Oui, il y a un passé. Oui, ce passé, de façon logique, il faut comprendre que par principe de causalité, il a créé la situation présente. Demain n'existe pas, mais il est conditionné à partir de ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, la manière dont je vais opérer, la manière dont je vais évaluer la situation, elle me donne une opportunité de correction. Parce que cette causalité, je ne peux plus l'empêcher, elle a déjà eu lieu. Mais la prochaine boucle de causalité, j'ai la main, maintenant. Donc, je reviens sur l'idée que ça ne fonctionne que si il y a eu ouverture. S'il n'y a pas eu ouverture, on va considérer que ces sujets ne sont pas logiques parce qu'il y a une certitude qui s'appuie sur autre chose. Et donc, il n'y a pas de débat, en fait. Et je vous disais la dernière fois, il y a des gens qui refusent parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Bien oui, si la personne, elle n'accepte pas de sortir de la condition linéaire du temps, si elle n'accepte pas ici de remettre ses certitudes sur la table, si elle considère la vie d'une certaine manière et qui est absolument ici fermée, on ne peut rien faire parce que tout fonctionne sur le principe de la causalité. On est responsable de ce que l'on a créé. On peut en vouloir aux autres, mais tant qu'on n'est pas prêt à prendre sa responsabilité, ça ne fonctionne pas. Et pour ça, évidemment, on s'appuie sur le système émotionnel parce que, eh bien, il est essentiel de se souvenir qu'on est fait des deux, c'est-à-dire une façon de fonctionner, notre logique ici, elle est construite d'une certaine manière et notre système émotionnel est construit également. Donc il faut regarder un petit peu comment les choses se placent autour de ça. L'émotionnel, il est là pour donner du sens à notre expérience, il est là pour nous sécuriser et il est là effectivement pour nous permettre d'imaginer que l'on maîtrise les événements. Notez bien que j'ai mis imaginer, parce qu'au départ, on est dans un système de croyance. Donc, on est persuadé que la vie, elle fonctionne de cette manière-là. On est persuadé plus ou moins que l'on est en sécurité, peut-être pas de manière profonde, mais en tout cas que les règles qui ont été établies, c'est celles qui nous permettent d'être en sécurité. Donc, on ne remet pas en question ce qui fonctionne. Alors qu'en fait, on devrait savoir remettre en question ce qui fonctionne comme ce qui ne fonctionne pas. Et c'est ça aussi la clé du système émotionnel. C'est la capacité à remettre en question ce qui semble fonctionner. Parce que le côté fonctionnel est un côté évidemment ici linéaire, donc avec une causalité. Et recentrer la responsabilité individuelle parce que effectivement, on ne maîtrise pas les événements. Et on ne doit pas d'ailleurs ici les maîtriser. Mais au départ, c'est bien comme ça que le système émotionnel est programmé. Donc il est programmé. Et donc ici, il serait en fermeture. Maintenant, quand il est en ouverture, c'est-à-dire qu'on va avoir ici une forme de perte de sens, que des choses ont court-circuité à l'intérieur de nous, donc que tout ce qui semblait paraître fonctionnel ne l'est plus, c'est là évidemment où se crée l'ouverture. Mais jusqu'à ce qu'il y ait dysfonctionnement, si vous préférez, du système émotionnel, l'ouverture ne va pas se créer. Les gens vont rester évidemment dans leur croyance et dans leur vérité. Donc la croyance, en plus, c'est quand même l'endroit où on est en état de vulnérabilité. Parce que, eh bien, ça ne s'appuie pas sur le rationnel. Donc, ce besoin de saisir une réalité idéale, c'est ce qui nous rend évidemment ici vulnérables.
Et c'est ce qui rend potentiellement dangereux ici certaines croyances ou l'intervention de certains individus. Ça va un petit peu au-delà de la croyance. Si c'est juste ici quelqu'un, alors je vais dire juste, mais si c'est juste quelque chose qui est dans l'ordre du dogme, c'est une chose. Est-ce que c'est si difficile de s'en extraire? Peut-être pas, c'est peut-être moins fermé, mais il y a des choses qui sont quand même double, triple verrouillées. Le côté beaucoup plus sectaire, là où vous pourriez aller très loin en fait ici de ce point de vue-là. Et ça vaut au-delà de la croyance de ce point de vue-là. On va avoir aussi voilà, toute l'emprise qui peut être influencée ici par un tiers et notamment toute la maltraitance qui va là avec. Il y a quand même quelque chose ici qui nous place dans un état de vulnérabilité au travers de notre système émotionnel et notamment s'il y a des espaces libres dans lesquels ici aller s'engouffrer. L'expérience, elle n'a pas de sens que ça. Ok, je vais me tourner vers ici quelque chose qui donne un sens à la création de ma vie, qui en plus aura probablement l'effet de me proposer un système sécurisant et qui ici va placer la responsabilité dans un certain angle. Le monde est mauvais, il n'y a plus rien qui va, on va tous mourir, et là vous avez une secte, par exemple. À l'inverse, vous allez avoir des gens qui ici vont dire bon bah de toute façon cette vie elle n'a pas tellement de sens. Finalement, là où j'ai besoin d'être plus mobilisée, c'est dans le fait de me sécuriser. J'ai des besoins matériels, j'ai besoin ici de me sentir préservée par rapport à ça. Et donc bah, là, je me replace bien pour le coup dans ma responsabilité individuelle. Eh bien, le travail, c'est la santé. Voilà, vous pouvez avoir aussi ce genre de choses qui ne sont pas portées dans des idéaux autres que pratico-pratiques, mais ça reste des idéaux. Donc ces comportements, évidemment, ici, ils sont parfois irrationnels, parfois logiques, bien sûr, ici à l'extrême, et surtout, ils sont interconnectés, vraiment comme deux vases ici communicants. Et le comportement, évidemment, dans ce qui est de plus vulnérable, peut être extrêmement poussé loin, en fait, ici dans l'expérience. Alors, après, comment aller chercher les systèmes d'ouverture? Eh bien là, bien sûr que c'est une croyance de dire que tout revient toujours à sa place. C'est une croyance qui est associée à la causalité. Quand même, je vais ici être exacte avec vous. C'est le principe de la roue. Si on considère que les choses tournent, elles tournent, en fait, pour tout le monde. Et donc, sur le principe de la causalité, il y aura toujours des points d'ouverture. Il y aura toujours la possibilité ici de planter une graine. Il y aura toujours la possibilité d'avoir une corde que l'on peut saisir. C'est ma conviction. J'en fais pas une certitude dans le sens absolu. Mais pour moi, c'est de cette manière-là que s'adresse la vie. Et l'expérience jusqu'à présent m'a montré que oui. Mais si l'expérience me montrait que non, eh bien, je pourrais réviser cette position. Elle est un petit peu plus nuancée dans les faits. C'est-à-dire que j'ai conscience que dans cette vie, ça ne sera... tout le monde ne verra pas cette causalité revenir, oui, être saisi. Ma croyance fait que je vais dire que non. Comme si, et ça je ne peux pas forcément l'expliquer, c'est quelque chose ici évidemment qui m'appartient, non pas qu'il y ait un tri, c'est pas une question de tri en fait, c'est juste une question plus large que ça. Il y a vraiment les personnes ici qui vont pouvoir complètement s'ouvrir et puis il y en a d'autres qui vont s'ouvrir au contact de ces personnes, mais le temps, si vous préférez que ça se propage, eh bien certains vont en manquer, c'est plus dans cette idée-là. Maintenant, est-ce qu'ils vont réellement manquer? Je dirais que c'est parce qu'ils ont besoin d'en manquer. Donc, c'est pour ça que je vous disais que c'est une causalité un petit peu plus complexe, mais je voulais aussi être complètement, on va dire, dans l'exactitude. C'est-à-dire que, et vous le savez, sur la chaîne, l'objectif, c'est pas d'énoncer des choses pour les affirmer, sans jamais les étayer, etc. Je voulais simplement faire preuve de transparence autour de ça. Donc, c'est ma conviction. Cette conviction, elle n'est pas issue de quelque chose, évidemment, qui n'a pas été testé. Et on a testé pas mal de choses. Maintenant,
elle fait partie de toutes les hypothèses qui, au temps présent, nous permettent d'agir d'une certaine manière et qui, demain, sera révisable à partir de nos situations de vie. C'est la seule différence. C'est la navigation qui est beaucoup plus libre et libérée, où chaque jour, tout peut être remis en question, y compris tout ce que nous faisons au temps présent. Si demain, on estime que la manière dont on a adressé les accompagnements, ça ne correspond plus, ça ira à la poubelle. Si demain, on estime que c'est même plus notre place, ça sortira ici de notre champ. Cette capacité d'ouverture, on la veut pleine, entière et surtout très applicable. Et ça aura ça nécessitera peut-être des aménagements, j'en sais rien, mais ça ne doit pas être une porte ici que l'on ferme. Parce que sur le principe du fait que l'expérience doit être ici empreinte de sens, si ce que l'on fait dans ce cadre-là n'en a plus, il faut savoir arrêter. Il y a d'autres choses qui peuvent avoir du sens. Et peut-être qu'il y a d'autres choses qui seront plus appropriées à ces versions-là de nous-mêmes à un instant T. Donc, on garde toujours les portes ouvertes pour démarrer quelque chose, arrêter quelque chose. Et ça, vous l'avez vu, en fait, au cours ici de toutes ces périodes passées ensemble, vous avez pu le voir. Donc, vous l'avez vu dans même le cadre de la chaîne. On arrête chaque année, on modifie. Et puis, arrivera bien un moment donné où ça n'aura juste plus de sens. C'est-à-dire que toutes ces transmissions, probablement que si ça commence à se diluer, si c'est moins intéressant, y compris d'ailleurs pour vous, on ne va pas parler pour parler, en fait. Donc, on n'est pas là justement pour vous proposer quelque chose qui vous sécurise du point de vue émotionnel, mais ça ne doit pas remplacer votre autonomie. Et on a sécurisé le système en archivant l'ensemble. C'est pour ça qu'il y a une bibliothèque. Donc, le recentrage, il se fait aussi à partir de ça. Donc, vous pouvez voir à quel point tout ça est applicable dans vraiment tous les domaines, du plus grand au plus petit. Les plus simples gestes ici du quotidien au projet que vous avez à mener. La conscientisation, c'est un trésor, c'est une mine ici d'informations. La compréhension, la connaissance de votre propre fonctionnement cérébral, c'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé de vos projets futurs. Maîtrisez votre espace cognitif, vous maîtriserez le monde. Alors, Bouddha avait dit, maîtrisez-vous vous-même et vous maîtriserez le monde. C'est le même principe, dans un sens moins philosophique, dans un sens ici plus pragmatique, si je puis dire. En même temps, on n'a pas du tout ici pour objectif de conduire ici une nouvelle religion, vous voyez. Donc, peut-être pour ça aussi qu'on prend le soin d'être plus pragmatique sur certains points de vue. Mais on voit la réciprocité. C'est ça aussi qui est important. C'est que c'est en théorie pas quelque chose de nouveau. On le verra ici quand on va travailler en Capricorne. On fera le parallèle ici avec des choses qui ont été présentées, des choses qui ont pu évidemment être traduites différemment, qui sont parfois interprétées très différemment. D'ailleurs, au présent, on va parler de cette idée de façonnage, parce que c'est évidemment cette idée du processus du Capricorne qui doit pouvoir s'agrémenter ici de ces vidéos du point de vue extérieur. Donc, c'est le point d'ouverture et on ira le chercher un peu plus tard. Ce qui est important, c'est vraiment ici de se positionner dans cette ouverture et de bien rester en maîtrise de votre propre mécanisme. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider à vous y employer. Et puis, évidemment, poser vos questions, adresser ici vos expériences. Là, vous avez probablement envie de reprendre vos carnets, donc allez-y, regardez, lisez tout ce que vous avez à lire. Alors, de toute façon, on se retrouvera pour cette série-là que dans 3 semaines. Parce que dans 15 jours, on va être au solstice, donc on sera tourné justement ici vers le Capricorne. Donc, on va laisser une semaine de plus avant la prochaine vidéo, donc ça vous laissera évidemment un espace de plus pour reprendre justement ici vos notes et regarder comment tout cela s'applique dans vos propres processus individuels et peut-être regarder aussi comment ça s'applique dans vos relationnels, parce que ça peut évidemment ici aider à créer des mouvements, des changements, des altérations. Voilà, c'est le principe de l'altération. Ici, vous n'allez plus simplement accepter, vous n'allez plus simplement changer sans complètement savoir vers quoi, vous n'allez plus simplement
quitter en vous disant ce n'est plus pour moi, vous allez muter. Et ça, c'est très différent. Mais le résultat et l'appréciation se faisant toujours a posteriori. C'est évidemment trop tôt pour le dire, mais ça a déjà commencé. Voilà pour nous cette semaine. Eh bien, écoutez, en attendant de vous retrouver donc dans 3 dimanches, il y a évidemment ici plusieurs vidéos. On va conclure cette année ensemble. Le défi bien sûr ici du Sagittaire, ouvrir le Capricorne, et donc on se retrouvera dans la semaine qui suivra cette ouverture pour pouvoir commencer ensemble à refaçonner ici par le prisme évidemment de l'altération, refaçonner la réalité de façon différente et donc ancrer, positionner ici dans la matière les actions, je l'espère en tout cas de votre côté, les plus concrètes pour se préparer ici à cette nouvelle année que nous démarrons évidemment ensemble. Mais dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.